Beaucoup de choses ont changé dans Angular depuis l'introduction des standalone components et l'adoption progressive des signaux comme nouvelles primitives pour la création d'applications réactives. On note également une tendance vers une approche de plus en plus fonctionnelle des nouvelles API, jugées plus flexibles dans la pratique que l'approche basée sur les classes que nous avons connues jusqu'à présent et qui repose souvent sur l'utilisation des décorateurs. Si vous connaissez le two-way data binding dans Angular, vous devez savoir que la façon de l'implémenter est un peu particulière. La bonne nouvelle, c'est qu'Angular nous fournit maintenant une façon plus simple de l'implémenter en utilisant une simple fonction modèle qui fera l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je ferai un rappel rapide du two-way data binding, c'est-à-dire quand l'utiliser. Nous verrons l'ancienne façon de réaliser du two-way data binding et comment passer à la nouvelle approche plus simplifiée. Afin de comprendre le cas d'utilisation du two-way data binding, nous allons supposer que nous avons une application qui est constituée d'un composant parent représenté par toute la page que nous avons ici, et qu'à l'intérieur de ce composant parent, nous avons un autre composant enfant dont nous souhaitons contrôler l'état d'activation des désactivations à travers le bouton que nous avons ici. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que nous cliquons sur ce bouton, cela va permettre d'activer ou de désactiver ce composant enfant que nous allons appeler item dans ce cas. Donc on voit ici qu'à chaque fois qu'on clique sur le bouton depuis le parent, que cela procède au changement de l'état du composant enfant que nous avons ici. Et cela se reflète, l'activation se reflète par la couleur bleue, la désactivation par la couleur grise que nous avons ici. Donc ce composant a un test et un bouton qui va permettre également de pouvoir plus tard désactiver ou activer le composant depuis le bouton que nous avons ici. Nous avons également un test ici qui nous permet de voir l'état actuel de ce composant, si ce composant est désactivé ou non. Donc là, on voit que le disable est à true pour nous dire que c'est désactivé. Lorsqu'on clique là, le disable passe à false pour nous dire qu'il est maintenant actif. Donc pour pouvoir réaliser cette implémentation, il nous suffit de mettre au niveau du composant enfant un input et cet input va nous permettre de passer l'état, le nouvel état de notre item à chaque fois. Donc lorsqu'on va cliquer sur cet élément, il faut passer le nouvel état en passant par cet input. Donc c'est ce qui a été réalisé ici avec le code que nous avons. Donc nous avons d'abord le toggle là qui est ici. Le clic, à chaque fois qu'on clique sur le toggle là, nous avons un attribut de l'instance de la classe que nous modifions à chaque fois. Donc on réalise un toggle ici. Donc la nouvelle valeur correspond à l'inversion de l'ancienne valeur. Donc à chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton, on modifie cette valeur et cette valeur est passée en paramètre à notre composant. Donc c'est ce qui permet au composant plus tard de pouvoir dire qu'il est actif ou pas. Mais supposons maintenant que nous souhaitons avoir la possibilité, depuis le composant enfant, ici également, de procéder à l'activation ou la désactivation de l'élément que nous avons ici. Mais l'idée, c'est que cela se reflète également dans le parent, que ceci soit synchronisé. Donc, une façon naïve de procéder à cela, c'est de modifier directement la valeur représentant l'état du bouton à l'intérieur du composant ici. Donc la solution naïve serait de faire directement ceci. Donc de modifier juste la valeur ici et de l'inverser comme on le fait dans le parent. Donc on va voir ce que cela donne. Donc à chaque fois qu'on clique sur ce bouton depuis l'enfant, l'idée c'est de modifier son état actuel vers le nouvel état. Donc si nous testons ceci, déjà le toggle, on voit que ça continue de marcher. Et lorsqu'on vient au niveau de l'enfant et qu'on clique là, on voit que l'enfant est bien désactivé. Lorsqu'on essaie de l'activer, cela marche bien, mais cela ne se reflète pas ici dans le parent. Donc cet état n'est pas synchronisé avec le parent. Donc ce qu'il faut noter ici, c'est que ceci n'est pas un bug, mais Angular est conçu de cette façon. Vu que pour passer des données d'un composant enfant, d'un composant parent vers un composant enfant, il faut passer par l'input. Et lorsqu'on souhaite faire passer des données de l'enfant vers le parent, il faut passer par les events ou les outputs. Donc on parle dans ce cas de communication unidirectionnelle. La question à se poser dans ce cas, c'est comment résoudre ce problème vu que la communication est unidirectionnelle. C'est là qu'intervient le two-way data binding qui nous permet de réaliser une synchronisation dans les deux sens. C'est-à-dire que la modification d'une valeur au niveau du parent va se refléter au niveau de l'enfant et la modification de la valeur au niveau de l'enfant également va se refléter au niveau du parent.
d'où le nom de Two-Way Data Binding. Donc pour pouvoir atteindre notre objectif de modifier l'état de notre item ici, mais que cela se reflète dans le parent, il va nous falloir passer par le Two-Way Data Binding. Et pour pouvoir réaliser le Two-Way Data Binding au niveau d'Angular, il y a un process particulier à suivre. Donc la première chose, c'est de créer un output ici. Donc le but, c'est de faire ressortir l'état depuis l'enfant vers le parent. Donc la particularité, c'est que Angular nous dit que le output doit être nommé de cette façon, doit porter le même nom que l'input, mais suffisé avec change de cette façon. Donc ceci représente un event emitter. Et vu que nous souhaitons émettre une valeur qui est un booléen, on va dire ici que cet event emitter est un event emitter de booléen. Donc la deuxième chose à faire, c'est que à chaque fois que nous modifions l'état nous modifions cette valeur, l'input associé à ce output, il faut faire ressortir cela ou envoyer l'événement comme quoi il y a un changement sur cette valeur à l'extérieur. Donc on utilise le event emitter que nous avons mis en place et on fait ici un emit en passant ici la nouvelle valeur de notre input. Après avoir fini cela, il faut venir maintenant au niveau du composant parent lui-même et dire ici que à chaque fois que la valeur change, nous souhaitons réaliser la synchronisation de la valeur ici. Donc, il va falloir ici faire, donc on va dire ici, à chaque fois qu'il y a un disable change, synchronise là avec la valeur qui se trouve au niveau du parent. Donc on va dire juste ici, disable ici correspond à notre événement ici. Donc on va dire ici, event. Et maintenant, lorsqu'on retourne au niveau de notre page et qu'on procède ici à la désactivation, on voit que cela se reflète ici. Lorsqu'on procède à l'activation également, cela se reflète dans le parent. Donc on désactive, c'est tout. On active, c'est false. Donc on vient de mettre en place le Two-Way Data Binding. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que ça, c'est la forme longue du Two-Way Data Binding. Donc il existe une syntaxe simplifiée qui est l'association du input et du output qui se présente de cette façon. Donc il suffit d'utiliser cette syntaxe qu'on appelle le banana in the box et de dire ici que nous voulons réaliser le Two-Way Data Binding, mais que la synchronisation doit se réaliser simplement au niveau de cette variable ou de cet attribut. Donc avec ça, nous pourrons nous débarrasser de tout ceci. Si on retourne dans notre interface et que je réalise le clic, on voit que la synchronisation est toujours fonctionnelle. Donc ça, c'était la façon classique ou l'ancienne façon de réaliser le Two-Way Data Binding. Mais avec l'introduction des signaux, les PI de communication des composants ont commencé par changer et nous avons vu dans une précédente vidéo l'introduction des signaux input qui se matérialisent un peu comme ce que nous avons ici. Donc ici par exemple j'ai un signal input qui représente un input qui est basé sur les signaux et comme on peut le voir ici au niveau de mon composant parent, donc ici j'utilise un signal input pour pouvoir assurer le binding ou le fait de passer des données du parent vers l'enfant en utilisant l'attribut label que nous avons défini ici. Donc, il représente ce signal input que nous avons là. Donc, si nous voulons refaire la même chose en utilisant les signaux input déjà, ça veut dire que nous devons modifier ici cet attribut. Donc, il nous faut avoir quelque chose comme ça. Donc, si nous souhaitons passer par les signaux input, on devait avoir quelque chose comme ça. Donc je vais dire ici input
input. Et vu que nous souhaitons passer une valeur par défaut qui est false, donc je peux faire quelque chose comme ça. Et là, je viens de créer un signal input pour pouvoir faire passer la donnée d'activation et désactivation de cette valeur. Mais en procédant ainsi, vu que les signaux, ici nous avons un signal input, la solution à laquelle on pourrait penser pour réaliser cette modification de valeur serait de faire quelque chose comme ça. Donc ça, je le laisse comme ça. Donc ça veut dire qu'au niveau du disable ici, vu que notre valeur n'est plus une valeur primitive classique, donc du coup ici, il nous faut maintenant procéder à la modification explicite du signal en faisant quelque chose comme ça. Mais malheureusement, ceci n'est pas possible vu que les signaux inputs sont des read-only signals. C'est-à-dire qu'on ne peut pas procéder à leur modification, mais on peut seulement utiliser leur getter et procéder à leur lecture. Donc ceci n'est pas possible avec les signaux input. Donc vu cela, les modèles input ont été fournis pour pouvoir nous permettre de remplacer cela. Vu que les modèles input sont des signaux dans lesquels on peut écrire. Donc si je ramène le code initial, donc déjà je reteste que tout fonctionne comme avant. Ok, tout est ok comme avant. Donc ici, si nous voulons utiliser la nouvelle syntaxe qui est basée sur la fonction modèle et qui représente les modèles inputs, donc on peut simplement enlever tout ceci. Donc dans un premier temps, je vais enlever ça. Je le transforme en un modèle input. Donc je fais ici modèle. Et je dis ici que je veux une valeur initiale qui est false. En faisant cela, derrière Angular est intelligent ou assez intelligent pour me mettre en place tout ce que j'ai mis ici. Donc il me suffit après cela de dire simplement ici, lorsque l'utilisateur clique sur la valeur, que je veux procéder à la modification de la valeur, de l'ancienne valeur. Donc il me suffit ici de faire le set et de passer la nouvelle valeur que je veux. Donc ici on voit maintenant que lorsque je fais le this.disable, j'ai la c'est au set, vu que c'est un signal qui peut être écrit ou qui peut être modifié, un writable signal. Mais lorsque j'avais pris le input signal tout à l'heure, un input signal et que j'avais fait un set dessus, donc j'avais même pas cette méthode, vu que les input signaux sont des read-only signal. Donc pas possible de faire des sets directement dessus, comme c'est le cas des modèles input ici. Donc ici, on va juste dire que la nouvelle valeur correspond à l'ancienne valeur, mais inversée. Donc on peut faire simplement ceci. Donc maintenant que nous avons procédé de cette façon et que le disable représente pour nous maintenant un signal, au niveau de notre template, il va falloir modifier les valeurs et utiliser maintenant des getters au lieu d'utiliser la référence directe vers le signal. Donc si on retourne dans notre code et que je fais ici disable, donc on voit que l'élément est désactivé, cela se reflète dans le parent. Je fais enable, c'est désactivé, cela se reflète dans le parent. Je fais pareil ici. Donc on voit qu'avec cette petite modification, juste en changeant notre disable initial qui était une association d'input et de output, en utilisant la nouvelle façon de faire qui est un modèle input, on vient de remettre en place notre two-way data binding d'une façon plus simple. Donc pas besoin de mettre en place nous-mêmes les inputs, les outputs et de faire la synchronisation comme c'était le cas. Et côté code, nous avons juste procédé à la modification ici sans toucher aux parents. Et l'autre chose à noter ici, c'est que lorsque nous venons au niveau du composant parent, on note que nous avons toujours le disable change, l'événement ou le output disable change qui est toujours présent et qui nous permet de pouvoir réaliser les choses comme on le faisait avant. Donc on peut toujours utiliser la syntaxe longue comme ça
qui est toujours fonctionnel. Donc il nous suffit ici de dire que la nouvelle valeur ici correspond au event. Donc si je fais le save, que je retourne ici et qu'on fait le test, donc j'ai toujours les éléments qui sont fonctionnels. Juste pour montrer qu'il y a toujours la compatibilité avec notre ancienne façon de faire. Donc je peux ramener la bonne syntaxe ici. On reteste. Donc tout est OK. Donc voilà, de façon générale, ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo sur la nouvelle façon d'implémenter le Two-Way Data Binding. Mais un petit point d'attention ou quelques points d'attention avant de terminer cette partie, c'est que comme nous l'avons vu tout à l'heure, les modèles input sont des writable signals, contrairement aux input signal qui sont des signaux read-only. Donc lorsque nous avons un input signal, nous ne pouvons pas modifier sa valeur directement en utilisant le set qui n'est même pas disponible sur les input signals. Alors que lorsqu'on prend les writable signals, vu que c'est des signaux qui sont writable, donc on peut modifier leur valeur en utilisant le set comme nous l'avons ici. Donc autre chose aussi à noter au niveau des modèles signal, c'est que comme pour les input signal, on a la possibilité de passer ici des alias. Donc on peut dire par exemple qu'à l'extérieur, je veux utiliser cette valeur comme étant Toto. Donc on voit tout de suite que j'ai une erreur au niveau de mon composant parent. Et lorsque j'ouvre la console, je vois que j'ai une erreur ici. Donc je peux dire ici que le nouveau nom, c'est Toto. Donc lorsque je fais ça, donc je vois que j'ai plus l'erreur et tout est fonctionnel de nouveau. Mais il faut quand même noter que contrairement aux input signal, les modèles input ne disposent pas du transform. Donc ici on note qu'on n'a plus au niveau des options, on n'a pas le transform qu'on avait au niveau des inputs. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et afin de soutenir le travail que je fais, n'hésitez pas à partager mon contenu avec vos collègues autour de vous ou sur les différents médias sociaux afin d'améliorer la visibilité de la chaîne ou de permettre à d'autres personnes de découvrir ces contenus.